Belle victoire pour la technologie française, le système Rita adopté de préférence à son concurrent britannique par l'armée américaine. Pas plus de 2 mandats électifs pour les hommes politiques, le gouvernement doit adopter demain son projet de loi sur les cumuls. 8 semaines de grève dans une mine des Cévennes, les mineurs défendent leur dernier puits menacé de fermeture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Curieuse histoire, décidément, que celle de cet espion soviétique, Vitaly Yurchenko, haut responsable du KGB, qui, dans un premier temps, passe à l'Ouest pour faire, semble-t-il, des révélations importantes, et puis qui, soudain, hier soir, annonce à Washington qu'on l'a amené de force aux États-Unis et qu'il repart à Moscou. Les États-Unis, bien sûr, affirment qu'il avait bien changé de camp de son propre gré, mais l'affaire embarrasse les Américains et certains observateurs n'hésitent pas à voir là un piège mis au point par le KGB. Memona Interman et Gérard Pinson. Pour raconter son histoire, Vitaly Yurchenko a besoin de la lire. Il reste vague souvent, mais il accuse. C'est à Rome, le 1er août, que l'histoire commence, dit le haut responsable du KGB. Des inconnus l'enlèvent, le droguent. Il va passer 3 mois horribles sous la torture, dit-il. La CIA le transportera de force aux États-Unis où il sera détenu en secret. Attention, le président Reagan dit l'espion n'était pas au courant du montage de l'affaire. Et finalement, samedi dernier, il réussit, dit-il, à tromper l'attention de ses gardiens. Il se sauve et se rend ici, à l'ambassade soviétique. Yurchenko affirme qu'il a aussi refusé une somme de 1 million de dollars cash, plus 180 000 dollars de salaire par an, pour parler, pour indiquer, sans compter de multiples avantages. Toutes ces accusations sont fausses, affirme M. Redman, le porte-parole du département d'État. M. Yurchenko a coopéré de plein gré avec les services de sécurité américains, CIA et FBI. Grâce à lui, notamment l'agent double américain Edward Howard a été démasqué. Cet agent est en fuite maintenant. Au siège de la CIA, on donne un autre détail. C'est à l'occasion d'un dîner dans un restaurant avec le directeur de la CIA que Yurchenko s'est enfui. Ici, à Rome, le Saint-Siège dément ce soir une information publiée par la Stampa de Turin. Selon ce journal, Yurchenko aurait dit « On m'a pris et drogué au Vatican où je m'étais réfugié ». L'histoire de Yurchenko paraît banale si l'on se rappelle cette autre affaire, toujours en Italie. Venise, septembre 83, pendant que le festival du film célèbre Godard et Fellini, un obscur journaliste soviétique disparaît de son hôtel. Son cinéma à lui durera 1 an, jusqu'à ce que le dénommé Oleg Bitov réapparaisse à Moscou et accuse les services britanniques de l'avoir kidnappé. Lui aussi affirme avoir été torturé, mais Bitov, à la différence de Yurchenko, était peut-être un véritable journaliste. Heureusement pour les services occidentaux, nos confrères soviétiques sont parfois de vrais agents du KGB, et certains ne font pas l'aller-retour. Ainsi celui-ci, Stanislav Levchenko, s'est réfugié pour longtemps aux États-Unis. Il avait travaillé pendant 4 ans à Tokyo, et vous comprenez que les Japonais aient apprécié ses confessions. Encore plus récemment, le chef de station du KGB à Londres et un officier du GRU à Athènes avaient eux aussi choisi de trahir sans aucune intention de retourner à Moscou. Et à la suite de ce genre de défection, les ambassades soviétiques sont de temps à autre obligées et parfois contraintes de renouveler leur personnel de diplomates espions. Reste que les Américains, avant cette affaire Yurchenko, étaient généralement beaux joueurs. En septembre dernier, le chef de la CIA, M. Turner, reconnaissait volontiers que tout le monde espionne tout le monde et que l'intérêt du jeu est de ne pas se faire voler ses agents secrets, même momentanément. En tout cas, l'ambassade du RSS à Washington a officiellement protesté auprès du gouvernement américain et exige aujourd'hui qu'il présente des excuses. Cela dit, comme cette affaire surgit moins de 15 jours avant le sommet Reagan-Gorbatchev à Genève, on est tenté de la rapprocher d'une autre histoire qui avait fait beaucoup de bruit au début des années 60. Gilles Dujonchet. Les excuses demandées au département d'État rappellent les exigences de Khrouchtchev il y a 25 ans, à la suite de l'affaire de l'U-2, cet avion espion américain qui avait été abattu au-dessus de l'URSS moins de 3 semaines avant la conférence Est-Ouest au sommet, prévue à Paris le 16 mai 1960. Le pilote était tombé vivant aux mains des Russes, porteur de toute la panoplie de James Bond, du revolver à silencieux à l'aiguille empoisonnée. Khrouchtchev, cependant, était tout disposé à croire, il l'avait dit, que le président des États-Unis n'avait peut-être rien su de l'envoi de l'avion espion au-dessus du territoire soviétique. Il avait donc fait le déplacement à Paris comme convenu. Mais il avait exigé des excuses d'Eisenhower, sans quoi l'URSS ne participerait pas à la conférence. Le président américain s'y refusant, Khrouchtchev, qui était lié par une décision collégiale, décida alors de torpiller le sommet.
Michel Tatu, vous étiez correspondant du Monde à Moscou à cette époque. Croyez-vous que l'affaire Yurtchenko puisse aboutir à la même extrémité qu'en 1960 et compromettre le prochain sommet Reagan-Gorbatchev? Personnellement, j'en doute, même assez fortement. Parce que d'abord, l'affaire de l'U-2 en 1960 était beaucoup plus grave que ça. C'était une violation tout à fait flagrante du territoire soviétique par un avion américain, etc. Là, on peut même pas parler de violation du territoire soviétique. Et même cette version de kidnapping, personne n'y croit vraiment. D'autre part, à l'époque, en 1960, le sommet s'annonçait très mal. Et Khrouchtchev était très attaqué, à la fois par les Chinois et à l'intérieur. Là, on n'a pas de signe que Gorbatchev a les mêmes difficultés, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ou alors, il faudrait croire qu'il y a des gens qui ont monté une opération de fausse défection, par exemple, avec chute en catastrophe, pour faire des difficultés avant le sommet. C'est une hypothèse, mais qui me paraît encore devoir être étayée. Selon vous, il faut attendre peut-être quelques développements? De toute façon, il faut attendre, et il est vrai qu'il faut surveiller aussi la situation intérieure en Union soviétique avant une échéance de cette importance. L'armée américaine achète français. Le Pentagone vient d'annoncer officiellement il y a quelques minutes qu'il a choisi le système de télécommunication Rita, mis au point par Thomson, pour équiper ses troupes. Cela représente un très joli contrat de 4 milliards de dollars. Rita était en concurrence avec un projet britannique, mais le système français a le double avantage d'abord de coûter moins cher et surtout d'être opérationnel tout de suite, puisqu'il équipe déjà l'armée française et la Belgique. Daniel Durandet. L'originalité de ces 4 lettres magiques, c'est de tisser sur des milliers de kilomètres carrés une toile électronique invisible de télécommunication. Un véritable maillage hertzien du terrain permettant une circulation souple et permanente des informations entre abonnés mobiles qui peuvent à tout moment se raccorder ou abandonner le réseau. Parsemés à différents points du dispositif, les centres nodaux, c'est par eux que transitent les messages véhiculés par faisceau hertzien capables d'acheminer simultanément 24 voies numériques chiffrées. Les responsables de la 6e division blindée stationnée près de Metz, qui ont testé Rita, voient principalement 4 avantages par rapport au système ancien de télécommunication des armées. La souplesse, facilité de s'adapter aux situations tactiques. En numéro 2, je verrai la capacité, transmission 1000 fois plus rapide que les transmissions de la dernière guerre. En 3e, je dirais la sécurité, la protection, le fait que l'on ne puisse pas vous écouter. En 4e, la résistance aux actions de guerre électronique ou aux actions de destruction. Ce dispositif peut s'étendre sur les 15 000 km couverts par un corps d'armée. Il permet de relier entre eux 1500 abonnés, c'est-à-dire l'équivalent de 4 à 6 divisions. À noter enfin la dernière originalité de ce téléphone de campagne, de luxe, imaginé par le français Thomson. La capture ou la destruction d'un ou plusieurs centres de transmission n'affecte pas la circulation des informations, l'ordinateur retrouvant instantanément un nouveau parcours à travers le réseau maillé pour faire transiter les messages. Rita sera opérationnel dans l'ensemble de l'armée française dès le début de l'année prochaine. L'Allemagne de l'Ouest va s'associer au projet Eureka. Le chancelier Kohl l'a annoncé aujourd'hui à Hanovre, où sont réunis les ministres de 18 pays européens qui doivent définir un contenu à ce projet de coopération technologique proposé par la France au début de l'été dernier. Les Allemands n'ont pas encore précisé pour quel montant ils comptent s'associer au programme, mais leur position de principe est de bon augure pour Eureka. La France, pour sa part, avait déjà annoncé qu'elle consacrerait 1 milliard de francs à ce projet. Les hommes politiques français qui cumulent plus de 2 mandats électifs seront sans doute bientôt obligés de renoncer à certaines de leurs fonctions. Le Conseil des ministres examinera demain un projet de loi à cet effet. Un projet qui déjà recueille des échos favorables dans l'opposition, puisque François Léotard au Parti républicain et André Rossineau au Parti radical ont dit qu'ils y étaient favorables. Mais tous les élus sans doute ne partagent pas cet avis. Certains, même proches de la majorité, sont plus nuancés. C'est le cas par exemple de Maurice Faure que Daniel Sportiello vient de rencontrer. Maurice Faure, un radical qui fut l'un des plus grands cumulards de France pendant 20 ans. Tous les niveaux des mandats électifs, il les a franchis. Maire de Cahors, président du Conseil général du Lot, conseiller régional, député, puis sénateur, enfin parlementaire européen. Et pourtant, la limitation du cumul des mandats envisagée par le gouvernement ne l'affole pas. Vous savez, c'est le serpent de mer de la politique française. Depuis 36 ans que je suis parlementaire, je n'entends parler.
Proche de la majorité, Maurice Faure ne craint pas pourtant de prendre ses distances par rapport au projet de loi. Bien sûr, un élu chargé de mandat ne peut pas être présent partout à la fois. Mais le fait d'être parlementaire n'a-t-il pas souvent aidé un maire à faire avancer un dossier? Et en tout cas, au moment des élections, les électeurs le savent. Quand ils élisent le maire, ils savent que le candidat est en même temps parlementaire. Et je ne dirais pas qu'ils l'élisent la plupart du temps, bien qu'il soit parlementaire, mais qu'ils l'élisent parce qu'il est déjà parlementaire et qu'ils savent qu'ainsi, leurs dossiers seront confiés à des mêmes, sinon plus expertes, tout au moins plus efficaces. Déjà contesté par l'opposition qui pense que le gouvernement placera de cette façon les recalés du socialisme, ce projet de loi se trouve en face d'un autre obstacle, le Sénat. Son accord est indispensable car il doit voter la loi dans les mêmes termes que l'Assemblée. Il est fort possible que ce soit un coup de propagande de la part du gouvernement qui ne se fasse pas d'illusions sur les chances qu'a son texte d'être adopté. En Belgique, 2 nouvelles bombes ont explosé aujourd'hui devant des banques, l'une à Charleroi et l'autre à Louvain. En 36 heures, la Belgique a connu 4 attentats de ce type. Le dernier, celui de cet après-midi à Louvain, a été revendiqué par les cellules communistes combattantes, responsables déjà de très nombreuses actions terroristes depuis 1 an. Heureusement, aucun des attentats d'aujourd'hui n'a fait de victimes. Dans les Cévennes, des mineurs de charbon sont en grève depuis 8 semaines et occupent jour et nuit le dernier puits de mine encore en activité dans ce bassin, car les houillères du Midi ont décidé de le fermer à son tour. Le conflit est d'autant plus aigu que les grévistes bloquent en même temps l'écoulement du charbon qui provient de 2 mines à ciel ouvert destinées à prendre le relais des puits fermés. Reportage de Claude Guénaud et Michel Gianoulatos. 22 heures au puits des Oules, dernier escapé du bassin de la Drecht. C'est la relève. Camarades, on peut les applaudir. Depuis la mi-septembre, le dernier carré des mineurs des Cévennes occupe le fond nuit et jour à 500 mètres sous terre. Cela fait plus de 20 ans que ces gueules noires, à l'accent du Midi, se battent pour sauver leurs mines. En 80, ils ont fait 13 mois de grève. Avec la même détermination, ils sont prêts à recommencer. Tant qu'il faudra se battre, on sera là pour se battre. Et je pense que ceux qui viendront derrière nous se battront pour que la mine dure autant que ceux qu'on va la faire durer nous aussi. Il vaut mieux être mineur que chômeur. Hein. Et si les mines ferment, ça fait fermer des usines qui travaillent avec nous, disons les usines qui nous portent le bois, les usines de fer, les usines, les écoles, tout ça. Dans les années 50, il y avait encore 8 puits autour d'Alès. L'anthracite des Cévennes faisait vivre 20 000 mineurs. Ils ne sont plus qu'un millier aujourd'hui. Dans leur combat contre la fermeture du dernier puits, les jeunes, tous fils ou petits-fils de mineurs, sont en première ligne. Mai 81, pour eux, a représenté l'espoir de travailler et vivre au pays, selon leur formule. C'est l'époque où le gouvernement décide de relancer l'activité charbonnière. À la Drecht, on creuse de nouvelles galeries, on investit, 325 jeunes sont embauchés. Moi, je suis resté 18 mois au chômage, 79 à 80 et quelques. Bon, j'ai assisté de près et de loin à la lutte des collègues. Et grâce à eux, il y a eu 320 jeunes dans la région qui ont été arrachés du chômage ou des emplois précaires, quoi, dans des boîtes intérimaires ou tout ça. Bon, mais on a été embauchés à la mine. Et en 80, vous avez cru que ça allait changer? On y a cru, oui, parce que sincèrement, on y a cru, étant donné que c'était la relance charbonnière, c'était 30 millions de tonnes. Et malheureusement, on va faire moins de tonnes que ce qui était prévu. Mars 84, retour à la case départ. Charbonnage de France a révisé ses objectifs. La production française ne sera pas de 30 millions de tonnes à l'horizon 88, mais de 12. L'objectif, équilibrer les comptes, en finir avec le déficit chronique des charbonnages. La Drecht est condamnée pour cause de non-rentabilité. En 1984, les résultats des Puits des Oules sont traduits par un prix de revient de plus de 2500 francs à la tonne, alors que la recette correspondante était de 650 francs. C'est une situation qui a entraîné 70 millions de déficit pour l'année 74, et je rappellerai que dans le prix de revient, les charges salariales simplement représentent près de 3 fois le prix de vente. Écoutez, la rentabilité, premièrement, l'étude que nous faisons, c'est que la rentabilité, on arrive à un équilibre des comptes sur la rentabilité financière à partir de 6 ans de mise en route, à partir de 6 ans. Mais si on tient compte que cette région, il y a 8000 chômeurs, que la mine va créer, si l'exploitation de la Drecht, 800 emplois directs, qu'un emploi de mineur, c'est 2 emplois induits.
Ça veut dire 2000 emplois. Si on y met le coût du chômage et le coût social de la liquidation, eh bien, on verra que vraiment, il vaut mieux exploiter, avoir du monde qui travaille que des gens qui soient chômeurs, des jeunes qui ne savent plus quoi faire de trucs et qui vraiment sont dans des situations désespérées. Dialogue de sourds pour les mineurs en lutte qui s'occupent en triant du charbon pour alimenter le fonds de grève. Une incompréhension d'autant plus grande que la France, qui ferme ses puits, importe la moitié du charbon qu'elle consomme. Un quart provient d'Afrique du Sud, le moins cher du monde. D'Afrique du Sud. Et oui, ce charbon taché de sang, je comprends qu'il revienne moins cher. Du charbon moins cher, le sous-sol des Cévennes en possède aussi. Dans ces 2 mines à ciel ouvert à 300 mètres de la surface. 30 ans de réserve avec un prix de revient 4 à 5 fois moins élevé que l'anthracite remonté du fond. Ici, il faut un homme pour sortir 10 tonnes de charbon. Au fond, il faut 9 mineurs. Pour les gueules noires, c'est la mutation aux houillères de Provence ou le retour au jour sur les découvertes. Avec le profond sentiment d'avoir été sacrifiés, persuadés qu'avec les mêmes investissements, ils pouvaient eux aussi sortir du fond du charbon rentable. Avec la grève, l'ensemble des installations est paralysé. Pas une tonne de charbon n'a quitté le carreau depuis 1 mois et demi. Le climat reste tendu, voire explosif. Football, à la veille du match retour de Coupe d'Europe entre le FC Nantes et le Partizan de Belgrade, les Nantais, qui sont notre dernière équipe dans ce championnat, font figure de grands favoris puisqu'ils joueront chez eux et qu'au match aller à Belgrade, ils avaient obtenu un beau match nul, 1 partout. Cela dit, prudence tout de même, car les Yougoslaves restent très dangereux, d'autant plus qu'après tout demain, ils n'auront plus rien à perdre. Daniel Leclerc. Il y a 2 semaines à Belgrade, le retour au pays de Vahid Halilhodžić n'a guère été apprécié par ses compatriotes. C'est lui, le traître, qui marque le but égalisateur pour le FC Nantes. Ce fameux but à l'extérieur qui permet aux Nantais d'entrevoir avec beaucoup d'espoir une qualification pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA, même si l'entraîneur Jean-Claude Suodo reste prudent. Le nul nous donne l'avantage de faire 0-0. Mais c'est tout. Parce qu'à 1, il nous donne non plus l'avantage, mais l'autorisation de faire les prolongations. Or, jouer un 0-0 pour Nantes, avant même de commencer, c'est pas une bonne chose. Auquel cas, c'est vrai qu'il y a cet avantage, mais il est trop mince pour se permettre de stipuler tout le match dessus. Pas d'excès de confiance, c'est le mot d'ordre et pour cause. Dans leur passé européen, les Nantais ont connu quelques mésaventures sur leur terrain. Face à Belgrade, ils ont les moyens de faire oublier cette mauvaise habitude. En tout cas, Nantes, dernier représentant français en Coupe d'Europe, aura demain soir des partisans. À la Bourse de Paris, les valeurs françaises continuent d'être en pleine forme. Le dollar, lui, a réussi à freiner sa chute. Henri Loret. Malgré une légère reprise aujourd'hui, le mouvement de fond reste inchangé. Le dollar est incité à la baisse, la demande de crédit n'est pas importante et les taux sont baissiers. On peut donc dire que le dollar est relativement ferme, pendant que le yen, lui, grimpe. La Bourse de Paris est tombée sous le charme de Rita. Le gros contrat décroché aux États-Unis par Thomson a permis à la société nationalisée de se mettre en vedette. Globalement, les valeurs françaises ont gagné 0,8%. Très résistante hier après son record de fin de semaine, Wall Street est reparti de plus belle ce soir, sans doute dopé par la perspective d'une baisse des taux. Le Dow Jones a gagné 7 points à la clôture. Que d'événements musicaux en ce moment à Paris après le retour d'Horowitz. En ce moment même, au Théâtre des Champs-Élysées, une première, la création d'un concerto pour violon écrit par Henri Dutilleux. Les amateurs de musique contemporaine sont d'autant plus comblés que l'œuvre est servie par des interprètes de choix. Le soliste est Isaac Stern et c'est Lorin Maazel qui dirige l'orchestre. Le reportage est d'Elisabeth Kiledjian. À votre avis, d'où vient le plaisir et l'émotion? La passion, c'est l'amour. Parce qu'autrement, ce n'est qu'un exercice aride d'un dessin pour l'oreille.
Mais si le compositeur écrit sa musique avec amour, avec passion, il cherche de s'exprimer, de trouver une intensité qui peut apporter au public un sentiment avec lequel le public peut s'identifier. Voilà, le compositeur a réussi à faire son boulot. Avec cette masse orchestrale qui est importante, cette patte orchestrale, cet environnement orchestral autour du soliste, j'ai voulu qu'il le provoque très souvent et qu'il soit comme un peu un jeu de miroir avec le soliste. C'est-à-dire que très souvent, c'est pas seulement la question du dialogue, c'est plus subtil que le dialogue, parce qu'évidemment dans un concerto, l'orchestre et le soliste dialogue, ça va un petit peu plus loin que cela, mais c'est très difficile à expliquer, et chaque fois qu'on essaie d'expliquer ce qu'on a tenté de faire, on a beaucoup de mal pour le faire, vraiment avec des mots. C'est un accouchement, c'est la naissance d'une œuvre qui, à mon avis, va rester pour toujours comme une des meilleures œuvres qui n'était jamais écrite en France. Dans le monde entier, certainement de notre époque, je ne connais pas une œuvre qui est mieux pour le violon et pour l'orchestre. Il y a des couleurs qui sont des parfums, qui sont absolument doutilleuses. C'est à lui. Et on ne peut pas le comparer avec un autre. Voilà le concerto pour violon de Tilleux qu'on trouvera donc sans doute bientôt gravé sur un disque. Le temps pour demain, encore de la pluie dès le matin sur le nord, sur la Côte d'Azur et sur les Pyrénées. L'après-midi, encore des averses sur l'est cette fois et sur la Corse. De la neige aussi au-dessus de 1000 mètres sur le Jura et sur les Alpes. Avec tout cela, les températures deviendront un peu plus fraîches. Elles ne dépasseront pas demain 9 à 13 degrés sur la moitié nord et 14 à 20 sur la moitié sud. Et puis demain soir, nos deux rendez-vous, 19h la première édition avec Richard Tripot, et pour ma part je vous retrouverai à 22h20 pour l'émission de la soirée. Dans un instant, chaque région fait son programme sur FR3, mais avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée et à demain. À quelques jours du sommet Reagan-Gorbatchev, curieux aller-retour d'un chef du KGB passé à l'ouest puis de nouveau à l'est. Les Américains ont préféré Rita, la France a soufflé un joli marché aux Britanniques. Des échos favorables dans l'opposition au projet de loi sur le cumul des mandats qui sera présenté demain au Conseil des ministres. Football, le FC Nantes favori pour son match retour demain contre le Partizan de Belgrade.